Adhérer à la CPTS A2RS, ça veut dire avoir accès à un certain nombre d'outils que la CPTS met à votre disposition, finance et met à votre disposition. Alors, à droite, IDOMED, c'est une messagerie sécurisée qui vous permet de discuter entre professionnels de façon quand on dit sécurisé, ça veut dire que c'est crypté et en principe ce n'est pas violable. Citana, c'est un outil qui permet des espaces dans lesquels communiquer également, et c'est un outil, je suis perturbée parce que l'écran est devenu blanc. Voilà. Bonjour tout le monde. Et donc, la Citana, c'est un outil qui permet de travailler dans le cadre de certains protocoles, notamment l'accès aux médecins traitants. Je rappelle que quand vous avez une connaissance de quelqu'un, un patient qui n'a pas de médecin traitant, vous pouvez ouvrir un fichier au nom de ce patient dans Citana, et ça nous permet ensuite de le joindre pour peut-être compléter un petit peu les renseignements et ensuite de tâcher de trouver un médecin traitant pour lui. Ce groupe, le Citana va être un outil aussi pour travailler au sein du groupe de travail de prévention des douleurs chroniques. On va s'en servir aussi pour le protocole qu'on va mettre en place. On devrait, pour le printemps, être prêt d'un protocole rhinite allergique. Omnidoc, je voulais vous rappeler que quand on adhère à la CPTS, du coup, on adhère à la PSAR, et à travers nous, donc, la PSAR nous fournit l'accès à un certain nombre de spécialistes. Et il faut comprendre que le réseau Omnidoc local n'est pas le même que le réseau national, et qu'il y a un certain nombre de spécialistes locaux qui ne sont pas sur Omnidoc national. Ça vous permet d'avoir accès à des spécialistes qui ont connaissance du territoire dans lequel nous évoluons. Actuellement, c'est 50 utilisateurs par mois environ, en moyenne, et c'est 257 requérants en tout en 2025 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut adhérer à la CPTS pour avoir accès à cet Omnidoc local, y compris les remplaçants. Et un projet, devrait y avoir bientôt une ligne pour la psychiatrie avec le CHSR. ISM partenariat, on en a déjà parlé, c'est un numéro qu'il faut connaître et qu'il faut avoir sous la main, c'est très facile, on appelle et on a du coup dans les 2 minutes quelqu'un qui parle la langue du patient avec lequel on a du mal à communiquer. Pour que ce soit financé, la facture sera envoyée donc finalement c'est la FCPTS normande qui finance sur des financements régionaux, et donc ce code 15 483 permet que vous ayez l'accès gratuit pour vous. Le petit dessin à gauche, c'est la plaquette accès au médecin traitant, bien utiliser son médecin traitant. Nous en avons encore beaucoup à disposition, vous pouvez nous en demander. Et le petit dessin en haut à gauche, c'est pour vous rappeler les vidéos ou les plaquettes dans le cadre du groupe de travail de prévention sur la contraception. Et nous en avons encore à vous donner. Et on peut vous donner les accès à la visio. Et n'hésitez pas à nous joindre. contact@cpts-a2rs.fr. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'actualité autour des professions de kinésithérapie. Je vais être vigilant parce que j'ai notre président de l'URPS qui est présent. Coucou Patrice. Donc, l'accès direct à la kiné, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un certain temps, puisqu'il est encadré par la loi RIS
du 19 mai 2023. Il y a eu un décret ensuite qui a été paru le 27 juin 2024. Mais on était en attente du décret d'application qui allait citer les 20 départements qui vont servir, qui servent actuellement, les 20 départements qui servent de test. C'est une expérimentation sur 5 ans qui va être faite. Voilà, et qui donne l'accès direct aux masseurs kinésithérapeutes qui sont adhérents au CPTS. Pour petit rappel, l'accès direct existe déjà depuis un certain temps dans les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé, où ils appliquent notamment les protocoles nationaux qui sont entorse de cheville et lombalgie, mais ce qui n'empêche que les maisons de santé et les centres de santé peuvent appliquer aussi d'autres protocoles internes à leur structure. Donc là, on va vous parler vraiment ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'expérimentation pour les kinésithérapeutes adhérents au CPTS. Pour avoir un bon suivi de cette expérimentation, dont l'objectif est l'accès aux soins, bien sûr, de raccourcir le délai de prise en soins en kinésithérapie, mais aussi pour libérer du temps médical au niveau de nos collègues médecins libéraux. Pour encadrer tout ça, l'URPS Kiné, à l'initiative de l'URPS Kiné, ils ont décidé de monter un comité de pilotage. Donc l'URPS, bien sûr, est présent. Les 2 conseils de l'ordre, le conseil départemental, puisque Seine-Maritime, mais aussi le conseil régional. Et bien sûr, nos institutions, l'ARS, la CPM, la MSA. J'ai été invité à ce comité de pilotage en tant que directeur du réseau bronchiolite normand, puisqu'on a pensé que l'accès à la kinésithérapie respiratoire pédiatrique allait sûrement être une des pathologies où les parents allaient solliciter l'accès direct. Et en tant que vice-présidente de la CPTS à 2RS pour avoir vraiment ce suivi correct. Voilà. Donc, quelles sont les démarches dans le cadre de l'expérimentation accès direct CPTS? Tout d'abord, il faut être volontaire. C'est-à-dire que tous les kinésithérapeutes ne voudront peut-être pas participer. On espère qu'il y en aura un maximum. Il y en a déjà beaucoup sur toute la Seine-Maritime, puisque je crois qu'on est à 56 ou 57 kinésithérapeutes volontaires. Mais par contre, sur notre CPTS, nous sommes peu. Nous sommes que 3 kinésithérapeutes pour le moment inscrits comme volontaires. Il faut bien sûr exercer au sein d'une structure d'exercice coordonné et la CPTS, donc ça nécessite une adhésion qui est obligatoire et un justificatif sera demandé lorsqu'on va s'inscrire sur la plateforme déclaration simplifiée de l'ARS avec un lien qui est très facile à trouver, qui normalement devait être loué et qui doit être là. Voilà, où on enregistre notre lieu de pratique et notre adhésion à la CPTS. Et en quelques jours, l'ARS valide ou non notre participation à cette expérimentation. Voilà, il faut rappeler quand même certains termes, et là je reprends exactement ce que l'URPS Kiné a fait paraître. On a quand même une responsabilité déontologique. Voilà, le kinésithérapeute reste responsable de son diagnostic et de la sécurité du patient. Il doit évaluer la situation clinique. Il doit réorienter le patient vers un médecin en cas de doute ou de signe de gravité, donc nos fameux drapeaux rouges. Il doit bien sûr assurer la traçabilité des soins et garantir une communication fluide avec tous les professionnels de santé. Le RPS Kiné rappelle que l'accès direct ne déroge à aucune obligation déontologique. Administrativement parlant, quand une personne se présente au cabinet, nous devons effectuer un bilan. Ce bilan, nous devons le donner au patient. Nous devons l'envoyer au médecin traitant via une messagerie sécurisée, la plupart du temps MS Santé, mais Elisabeth vous rappelait que sur notre CPTS, on développe aussi le dispositif IDOMED. Et nous devons déposer le bilan sur le DMP. Petit rappel, cet accès direct, contrairement à ce que l'HAS avait recommandé en 2023,
cet accès direct concerne toutes les pathologies, avec un nombre de séances autorisées, 8 séances maximum remboursées aux patients si pas de diagnostic médical. Par contre, si le patient a déjà un diagnostic de posé, le nombre de séances est illimité. Vous avez le lien qui arrive dans le chat pour la déclaration. Pour résumer, l'accès direct est intégré au décret de compétences, mais donc nos assurances sont obligées de nous suivre. Mais il est fortement recommandé, et ça a été quelque chose qui a été validé par le comité de pilotage, il est fortement recommandé de suivre les recommandations de l'HAS. Voilà, donc il faut extrêmement encadrer les choses. Et une des recommandations de l'HAS en 2023, c'était l'HAS souhaitait qu'il y ait une formation obligatoire pour les kinésithérapeutes diplômés avant 2019, car effectivement, les étudiants depuis 2015 ont, lors de leur parcours d'études, ils ont une formation sur les drapeaux rouges que les kinésithérapeutes d'avant n'ont pas eu. Donc, l'URPS Kiné a déjà fait ils sont déjà participés à une formation, et voilà, l'Union des kinésithérapeutes et réadaptateurs en partenariat avec l'ONREC et avec discussion avec l'URPS Kiné a mis en place cette formation où j'invite les kinésithérapeutes intéressés à participer pour essayer de bien encadrer les choses et de bien suivre. Dans nos obligations aussi, on doit rentrer sur la plateforme de l'ARS les événements indésirables s'il y a, puisque c'est une expérimentation, il faut qu'on ait un suivi absolument sur tout. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Il y a juste une question, je pense que c'est passé un peu vite, j'ai pas bien compris. Sur la slide où c'était écrit pour toutes les pathologies, donc l'expérimentation, ce serait pour toutes les indications, c'est ça? Est-ce que je peux faire ça? Exactement. Il n'y a pas eu du tout de restriction, contrairement à ce que l'HAS recommandait. Par exemple, l'HAS recommandait que ça ne concerne pas la pédiatrie, par exemple. Sauf que le législateur n'a pas limité l'accès. Je vais peut-être répondre à vos questions. C'est qu'effectivement, les freins, c'est bien sûr être adhérent à la CPTS sur le territoire. Un autre frein, c'est que, comme beaucoup de professions, la kinésithérapie est en pleine évolution et que de plus en plus de kinésithérapeutes ont des spécificités. Et il va être, pour les autres professionnels de santé ainsi que pour les patients, ça ne va pas être évident de trouver le kinésithérapeute adhérent à la CPTS et ayant une expertise dans la pathologie qui correspond aux patients. Donc, d'où l'intérêt maintenant d'avoir des leviers et de pouvoir communiquer avec nos prescripteurs, avec nos médecins de notre territoire, aussi informer tous les professionnels de santé, je pense surtout aux infirmières et aux pharmaciens qui sont souvent interrogés pour ça. Et je pense qu'il va y avoir un intérêt à nos annuaires de CPTS de pouvoir non seulement préciser la spécificité des confrères et des consoeurs kinésithérapeutes, mais aussi de pouvoir signaler quel kinésithérapeute pratique l'accès direct. Dans le cas où la pathologie n'est pas connue et que le bilan du kiné met en évidence qu'il y a une pathologie particulière, il a 8 séances pour commencer la kinésithérapie si ça dépend de ses compétences. Et comme il envoie au médecin, le patient a donc 8 séances, donc à peu près 2 mois, pour prendre contact avec son médecin, pour faire les examens complémentaires et avoir un diagnostic médical ou pas, parce que le kiné peut se tromper, hein, évidemment. Mais c'est ce que je voulais préciser, en fait. On a 8 séances pour commencer des soins, et dans ces 8, pendant ce temps-là, le médecin est contacté par le patient pour éventuellement affirmer le diagnostic médical.
Et je pense que dans quelques temps, une fois que l'expérimentation sera bien lancée dans d'autres CPTS, il y a eu une formation qui était intéressante aussi, où des médecins venaient parler aux kinés de cette approche que nous, on n'a pas de patients qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas de pathologie connue, de savoir comment on intervient auprès de ces patients-là. Donc, je pense que dans un avenir assez proche, on pourra travailler aussi sur cette approche-là. Voilà, j'espère que j'ai été complémentaire et pas trop long. Juste pour compléter, dans le cadre du réseau bronchiolite normand, nous avons été interpellés par nos pneumopédiatres référents libéraux et hospitaliers pour essayer de borner un peu les choses. Et donc, l'échange a été fait avec ces médecins. Donc, nous, dans le cadre du réseau bronchiolite, on ne fait pas d'accès direct pour les enfants de moins de 2 mois, parce qu'effectivement, ça peut être plein d'autres choses que la bronchiolite. Et là, c'est l'expertise du médecin qui est importante. Et on suit les recommandations de l'HAS où premier épisode de bronchiolite chez un bébé de moins d'1 an, la pratique des techniques de désencombrement n'est pas recommandée. Donc, on suit ces recommandations et dans les bilans du réseau bronchiolite, on a mis des slides justement pour des fenêtres pop-up pour bien alerter les kinésithérapeutes pour ça. Je pense que cette communication entre kinésithérapeutes et médecins est vraiment très importante pour bien structurer les choses. Au sujet de l'accès direct, Chloé, c'est-à-dire que tout le monde a accès au listing des kinésithérapeutes enregistrés par l'ARS. Vous allez sur la plateforme de l'ARS, vous notez listing kinésithérapeute accès direct. C'est un accès libre où là, vous avez le nom, le prénom, la commune et vous avez la CPTS à laquelle il appartient. C'est en accès libre complet. Donc, vous pouvez savoir qui dans votre secteur pratique l'accès direct. On a souhaité faire un petit rappel sur la prévention de la bronchiolite parce que contrairement à ce qui s'est passé les 2 années précédentes, vous savez que les traitements préventifs sont arrivés en 2023. Enfin, il existait un traitement préventif qui était le Synagis, qui était un traitement qui était proposé à l'hôpital pour les enfants avec soit les grands prématurés, soit avec des pathologies associées. Donc, on leur proposait le Synagis, qui était une vaccination hospitalière, une injection par mois pendant toute la période hivernale. Ça, c'est depuis 1999. Mais en 2023 est arrivé, l'AMM a été donnée à deux traitements préventifs. Donc, l'un qui n'est pas un vaccin, qui est une injection auto-immune d'anticorps monoclonaux qui s'appelle le Beyfortus, et l'autre qui, lui, est un vaccin qui s'appelle l'Abrysvo, et l'Abrysvo qui est proposé aux femmes enceintes entre la 32e et la 36e semaine. Voilà. 2023, Beyfortus, peu de doses, donc on a vite été, la ville a été vite à court de vaccins. Par contre, ils ont conservé à le proposer en maternité. L'année dernière, 2024, on avait vraiment le nombre de vaccins nécessaires et suffisant. Donc, on a eu un taux de vaccination vraiment très, très important qui explique sûrement une épidémie de bronchiolite très faible puisque l'épidémie a démarré en semaine 47. Mais s'est arrêté très rapidement puisque la veille sanitaire a estimé que l'épidémie était finie en semaine 2 de 2025. Donc, ça a vraiment été… Mais je pense qu'il y a eu aussi un effet un peu négatif parce que pas d'épidémie, pas de communication, pas d'effet média et donc un relâchement complet cette année.
aux dernières nouvelles, quand je suis passé en pédiatrie la semaine dernière, alors qu'on dépassait les 70%, voire les 80% de taux de vaccination l'année dernière, cette année, on a du mal à atteindre les 45% de vaccination. Donc, ça se traduit sur le terrain par une augmentation, une circulation importante du VRS, puisque les 2 traitements préventifs sont à destination du VRS, éviter la contamination au VRS. Cette année, c'est a priori le VRS-A qui a l'air de circuler énormément. Donc, avec des taux de remplissage au niveau du CHU qui sont assez importants. Et voilà, donc à destination des professionnels de santé, il nous semblait important de vous faire un petit rappel. Donc, les enfants éligibles au Beyfortus, ce sont les enfants nés après le 1er février 2025 et jusqu'en janvier 2026. Il est proposé directement à la maternité aux enfants qui naissent. Donc, dans les 3-4 jours où ils sont à la maternité, il est proposé aux parents et les parents acceptent. Il est disponible depuis le 1er septembre 2025. Les fiches que vous avez et que vous voyez devant les yeux, ce sont des fiches qui ont été faites en partenariat avec le réseau bronchiolite normand, l'APSAR et la FMPS. Donc, vous allez pouvoir les utiliser. On va vous les mettre dans le chat si vous voulez les télécharger. Vous allez pouvoir les utiliser. Donc, ce vaccin peut être prescrit par le médecin traitant, la sage-femme ou le pédiatre. Il est délivré par les pharmacies, nos officines. Et il va être proposé aussi aux enfants de plus d'1 an, d'entre 1 et 2 ans, qui ont justement des risques de bronchiolite sévère. L'injection peut être faite par les médecins, les infirmiers et les sages-femmes, voilà. Et normalement, il est remboursé complètement sécurité sociale. Il est remboursé selon les règles habituelles et les possibilités de tiers payants. L'Abrysvo, alors le Beyfortus a permis, les statistiques sont claires la dernière fois, le Beyfortus a permis une baisse des formes sévères, donc il n'empêche pas les enfants d'avoir une pathologie respiratoire pouvant se transformer en bronchiolite, mais il a permis une baisse très importante des hospitalisations pour bronchiolite sévère de l'ordre de 80%, ce qui est quand même un chiffre très, très conséquent. Le deuxième traitement, ça sera l'Abrysvo. L'Abrysvo, lui, est proposé aux mamans enceintes entre la 32e et la 36e semaine. Là, c'est un vaccin. Donc, ça veut dire que contrairement au Beyfortus, qui est efficace dans les 4 jours après l'injection, ce vaccin est efficace au bout de 15 jours. Donc, la maman transmet ses anticorps au bébé au bout de 15 jours. Si maman a la mauvaise idée d'accoucher avant, elle n'aura pas eu le temps ça sera un prématuré, mais elle n'aura pas eu le temps de transmettre ses anticorps. Donc, on proposera le Beyfortus au nourrisson qui est né. Donc, bien sûr, il est prescrit par le médecin, aussi la sage-femme, et il est délivré par la pharmacie et les établissements de santé. L'injection faite par le médecin, la sage-femme ou le pharmacien, remboursée aussi par la sécurité sociale. Voilà. Le Beyfortus est valable 6 mois, mais après, on n'a pas besoin sur la deuxième hospitalisation pour tout le monde. L'Abrysvo est efficace dès les 14 jours et pendant 6 mois. Petite particularité, c'est si maman a été vaccinée une première fois, à la date d'aujourd'hui, on ne refera pas de deuxième injection. Voilà, donc s'il y a un deuxième bébé qui arrive derrière, lui, on proposera le Beyfortus, si besoin. Abrysvo, selon les statistiques, on a une diminution des formes sévères de la bronchiolite de l'ordre de plus de 50%, ce qui fait que Abrysvo plus Beyfortus ont eu des résultats
très probant l'année dernière. Et malheureusement, cette année, on doit absolument communiquer pour solliciter les parents pour, il n'est pas tard, c'est pas trop tard encore, hein, on est passé il y a 3 semaines en phase épidémique pour la bronchiolite. Les chiffres sont en train de monter, là, tous les week-ends, on est sur une épidémie vraiment classique, le profil d'épidémie tel qu'on l'avait avant la Covid. Et donc, normalement, le pic épidémique va arriver dans les semaines qui viennent, juste avant les fêtes et pendant les fêtes de fin d'année. Donc oui, du coup, je vous fais une petite présentation sur nos structures, la Maison des Femmes sur l'hôpital d'Elbeuf, Louviers-Val-de-Reuil. Alors moi, je suis médecin généraliste et médecin légiste. Et donc, je travaille dans la structure depuis 2020. Avant, c'était ma vie. Pour ceux qui connaissaient peut-être, c'était une structure de prise en charge des victimes de violences conjugales. L'équipe a été un peu remaniée et on a élargi un peu notre prise en charge à tout type de violences. Donc, que ce soit les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les violences scolaires et puis toutes les autres violences aussi, les autres victimes de violences, même sur la voie publique ou autre. Et puis en 2022, on a créé donc la Maison des Femmes qui nous permet du coup d'identifier un petit peu plus la structure, notamment pour les victimes de violences intrafamiliales, violences sexuelles, violences scolaires également, et on reçoit également tous les demandeurs d'asile qui nous sont adressés dans le cadre pour réaliser des certificats médicaux, notamment dans le cadre des mariages forcés et des mutilations sexuelles également. Je ne sais pas si vous voyez mon diaporama en même temps, parce que je ne vois rien du tout en fait. Oui, je passe le diaporama en même temps, voilà. J'essaie de vous suivre. Ouais, ça y est, c'est tout bon. Et donc voilà, on est alors deux médecins. J'ai une de mes collègues qui est urgentiste et qui travaille à 20% avec moi en médecine légale. On a 2 psychologues, une assistante sociale qui est en mi-temps sur la pédiatrie également, 2 secrétaires et une coordinatrice qui fait le lien avec tous les partenaires extérieurs. Alors, on a essentiellement une activité de victimologie, donc sur des personnes qui sont victimes de violences qu'on va recevoir dans nos services, mais on travaille également avec les autres services de gynécologie, de pédiatrie, de psychiatrie, et notamment là actuellement on partage nos locaux avec le CMP, donc sur l'hôpital d'Elbeuf, et on va avoir un bâtiment normalement l'année prochaine qui nous sera dédié, et puis bien sûr avec le service des urgences et les unités d'hospitalisation quand les patients sont hospitalisés. Donc les patients, on les reçoit donc à Emavi ou Maison des Femmes. Alors je vous ai dit, Maison des Femmes, il y aura quelques chiffres après, ça représente 2/3 à peu près de l'activité. Donc soit dans nos locaux ou dans le service de l'hôpital, dans le cadre d'une consultation médicale, donc à la demande d'un patient ou d'une structure avec les associations et les partenaires avec lesquels on travaille, ou bien dans le cadre de procédures judiciaires quand la personne a déposé plainte ou a alors ça change pas pour nous en fait notre prise en charge, qu'il y ait ou pas une procédure judiciaire, on retrouve la personne de la même façon. C'est juste que le certificat médical ou médico-légal sera à disposition de la justice par la suite. On est sur des horaires du lundi au vendredi, 9h-17h, et les relais sont faits avec les services des urgences, notamment donc la nuit sur la garde, et avec le service de gynécologie pour prendre en charge des victimes de violences sexuelles. On a un protocole commun pour la prise en charge des victimes. Les chiffres rapidement, donc au début, alors je parle toujours d'Emavi, mais au début Emavi c'était les victimes de violences conjugales, c'était 200 consultations à peu près. Là, je pense qu'il y a un souci dans le diaporama qui n'est pas passé, mais on a 1350 consultations l'année dernière sur le plan médical. 1320 médico-légales, consultations psychologues 777 et assistance sociale à mi-temps. On travaille sur les 2 départements, 76 et 27, avec une petite prédominance pour le département 27, et on fait une permanence le jeudi matin sur l'hôpital de Louviers. Je vous disais, on travaille dans le cadre de procédures judiciaires. 2/3 de nos consultations sont réalisées dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et pour la Maison des Femmes, c'est à peu près 2/3 par rapport à l'ensemble des consultations, donc 850 à peu près consultations, avec effectivement une prédominance de femmes, de victimes de violences conjugales. Alors on reçoit aussi les hommes. Alors c'est aussi pour ça qu'on a gardé Emavi Maison des Femmes, pour pas que ce soit restrictif. Alors Maison des Femmes, c'est un collectif national, collectif Restart national, et donc voilà, le choix on n'a pas eu de choix pour donner un autre nom, et donc c'est Maison des Femmes. Mais donc l'idée est de recevoir les hommes aussi, on les reçoit de la même façon que les victimes de violences conjugales femmes, de violences intrafamiliales aussi, et les mineurs aussi qui sont victimes de violences intrafamiliales. Donc,
spécifiquement sur la Maison des femmes, donc vous avez les chiffres, on a plus de 50% sont des victimes de violences conjugales et vivent ces violences intrafamiliales, donc 22%, donc on a une grosse proportion de victimes de violences dans la sphère de la famille. On a laissé aussi les victimes de violences scolaires, puisqu'on en reçoit aussi alors de plus en plus, je ne sais pas, en tout cas beaucoup d'enfants, quels que soient les âges, dans le cadre des harcèlements scolaires ou des violences. Alors, j'avais défini un petit peu, alors je ne sais pas si les questions, ça va être compliqué avec mon téléphone, je pense qu'on pourra en reparler après. J'avais fait un petit focus donc, sur les violences sexistes et sexuelles, hein. Bon, c'est des définitions que vous connaissez, mais c'est toujours bien de les rappeler. C'est tous les actes à connotation sexuelle qui sont commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Alors maintenant, on peut intégrer la notion de consentement. Les choses, elles ont un peu évolué depuis le mois de novembre. Et tout ce qui est de l'ordre d'une sexualisation non désirée. Elle concerne autant un viol, donc alors ça c'est des termes juridiques que nous on n'utilise jamais, on parle de violence avec pénétration ou pas, que le harcèlement sexuel, pareil, c'est des termes, je dirais, juridiques, pas des mots qu'on utilise dans les certificats qu'on peut réaliser. Les violences sexistes donc, sont des propos, des comportements qui visent donc, la personne en raison de son sexe ou de son genre, sur la base de stéréotypes, donc c'est défini dans la prise en charge de nos victimes de violences qu'on peut recevoir, et c'est comme ça effectivement qu'après, c'est pas les souhaits qu'on a toujours, mais on est obligé effectivement de mettre les patients qui sont dans les cases des Mavi ou Maison des femmes par rapport au budget et par rapport au financement qu'on a, mais enfin pour nous la prise en charge c'est la même chose. Et donc alors voilà, on a mis quelques chiffres là, mais 38% des femmes déclarent avoir été victimes de comportements sexistes ou sexuels au cours de leur vie sur le lieu de travail. Bon, ils sont très probablement sous-estimés, mais c'est vrai qu'on voit quand on interroge, on a des chiffres qui sont assez parlants et assez effrayants. Petit focus donc sur la violence conjugale, c'est des choses que vous connaissez sûrement aussi, hein, c'est des violences entre partenaires intimes, alors que ce soit des relations hétérosexuelles ou homosexuelles. Ça concerne tous les âges de la vie. On est un peu interpellé de voir des jeunes, plus âgés aussi, mais très jeunes, qui sont déjà inscrites dans un schéma de violence conjugale, au sens où l'on entend avec effectivement tout cycle de la violence, des jeunes mineurs hein, qui sont vraiment déjà avec des violences sexuelles aussi assez importantes dans tous les milieux sociaux, culturels. Alors, effectivement, il n'y a pas un milieu qui est épargné. C'est vrai que selon les endroits où on exerce, on n'a pas forcément toujours les mêmes profils, mais en tout cas, c'est dans tous les milieux, ça c'est pas toujours de la même façon. Et la particularité aussi, c'est que ce sont souvent des faits qui sont récurrents et cumulatifs. C'est très rare qu'on voit des personnes après un premier épisode de violence physique. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et puis en matière de violence psychologique ou administrative, c'est beaucoup plus tardif. Et que ces violences, elles ont la particularité de s'aggraver dans le temps et de s'accélérer dans le temps. J'ai remis le schéma du cycle de la violence après. Effectivement, c'est des violences qui en général ne s'arrêtent pas et qui ont pour but d'instaurer un climat de peur et de tension permanent chez la victime de violence. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, les mécanismes sont exactement les mêmes. Et donc même chez un homme victime, après effectivement dans les proportions, on a beaucoup plus de femmes victimes et d'auteurs hommes, mais ce sont exactement les mêmes mécanismes. Je vous passe la définition, vous la retrouverez. On insiste un peu sur la particularité de ces prises en charge, notamment par rapport à la violence conjugale qui est différente du conflit conjugal. On a des victimes qu'on va recevoir et effectivement dans des schémas de conjugopathie. Alors c'est pas toujours facile de faire la part des choses, mais nous, ce qu'on explique souvent, et notamment dans la prise en charge après sur le plan psychologique ou social, c'est que le conflit, on est des situations d'égal à égal. On a deux partenaires qui ne sont pas forcément d'accord et qui sont sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de domination de l'un par rapport à l'autre. L'un peut s'exprimer, ça peut être l'autre en désaccord. Mais voilà, ça change et puis on peut en discuter. On peut y répondre, on peut échanger par rapport à la situation. En matière de violence conjugale, on n'est pas du tout sur le même mécanisme. On est dans des violences qui sont habituelles. On le disait, souvent répétées, alors par un ex-conjoint ou par un conjoint actuel, sur l'autre partenaire, avec un rapport de domination, une hiérarchie de l'un par rapport à l'autre, avec un rapport de pouvoir qui ne changera jamais. On a toujours un, effectivement, qui domine par rapport à l'autre. Alors, on entend beaucoup les termes d'emprise et de contrôle coercitif, mais en tout cas, l'idée est d'instaurer un climat de peur et de tension, comme on l'a dit, chez la victime, et ça ne changera pas avec le temps. Très rapidement, après, sur les différents types de violences que vous connaissez aussi, donc on a des violences verbales et des violences psychologiques. Alors, on a une nuance qui est parfois un petit peu assez fine, des violences physiques, des violences administratives, des violences économiques, des violences numériques. On a beaucoup de cyberharcèlement, hein, qu'on a aussi beaucoup chez les jeunes.
et puis les violences sexuelles qui ne sont pas toujours identifiées comme telles. Lors des consultations, notamment médico-légales, l'idée, moi, c'est d'essayer de retrouver un petit peu ces différents types de violences. Il y a des personnes aussi qui n'identifient pas toujours qu'elles ont été victimes de violences et qui banalisent aussi les violences. Et donc, quand on a des violences verbales et psychologiques, souvent, c'est des choses qui sont installées dans le temps depuis très longtemps. La stratégie donc de l'agresseur, on l'a dit, c'est d'isoler la victime, la dévaloriser, la déstabiliser, inverser la culpabilité aussi, on reverra dans le schéma de la violence. On l'a dit, instaurer un climat de peur, et puis d'assurer son impunité auprès des différents alliés qu'il peut avoir. Souvent, c'est une personne qui, effectivement, paraît parfaite de l'extérieur. Néanmoins, il n'y a pas de type d'agresseur et aussi le pervers narcissique n'existe pas. C'est des traits de personnalité. Entre une relation entre un auteur et une victime de violence, et on l'a dit, c'est tout âge et toute catégorie socio-professionnelle. Le cycle de la violence, vous l'avez déjà vu très rapidement, mais c'est ce qu'on explique aussi aux victimes de violence qu'on reçoit, et qu'effectivement on a une adaptation du comportement de la victime au comportement de l'auteur. On passe successivement de phase de tension, agression, justification, jusqu'à une phase de rémission où les tensions, où la violence s'arrête, et où ça donne souvent un espoir en fait à la victime. Sauf qu'en fait ces phases-là, elles se répètent dans le temps, donc sur un cycle, et la phase de rémission tend à disparaître avec le temps, avec des phases qui sont de plus en plus violentes. Parfois c'est des violences psychologiques ou verbales, et à un moment donné, il va y avoir un épisode de violence physique qui va permettre effectivement que la personne identifie les violences, dise qu'elle est victime de violence, et va pouvoir demander de l'aide. Alors, j'ai fait rapidement parce que c'était pas forcément le but de tout ça. L'important, effectivement, c'est de repérer, de prendre en charge les victimes de violences, violences conjugales notamment. Et donc, il y a un rôle déterminant des différents professionnels et des interlocuteurs avec lesquels les victimes sont en contact. Alors, quel que soit le rôle, je crois vraiment beaucoup à la relation patient et professionnel de santé ou tous les partenaires avec lesquels on travaille aussi, qui s'adressent des patients, et qu'effectivement, on respecte, l'important, c'est de respecter le temps du patient. Et parfois, on a des patients qui ne sont pas du tout prêts à verbaliser ou à dire les choses, et donc en posant parfois certaines questions. Alors, c'est vrai qu'on est professionnels les mieux, normalement les interlocuteurs privilégiés, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on manque de temps dans la prise en charge. On ignore les adresses utiles, on n'estime pas forcément formé, on n'a pas envie d'être présent dans les affaires de famille, en tout cas d'être intrusif. On connaît aussi parfois le conjoint. On a aussi la problématique est spécifique aux victimes de violences conjugales, c'est l'ambivalence des victimes. On est aussi parfois dans le déni, font des démarches et puis finalement qui des fois reviennent en arrière. Dans notre structure aussi, quand on fait une prise en charge médicale, un accompagnement avec la psychologue ou l'assistante sociale, ça arrive qu'on ait des victimes qu'on prend en charge donc dans le cadre de cet accompagnement, et qui finalement n'ont plus donné signe de vie pendant quelques temps. Donc des fois on est un peu inquiet, et puis parfois elles prennent contact en disant qu'elles ont fait demi-tour et qu'elles sont retournées, ou alors qu'elles sont aussi avec un nouveau conjoint violent aussi. Donc voilà, c'est une problématique qui est toujours un petit peu plus complexe. Alors y penser, alors c'est pareil, ça fait passer catalogue, mais c'est dans des consultations multiples, avec des plaintes multiples, en médecine de ville notamment, on a des plaintes avec soi, mais multiples, et qui ne sont pas forcément expliquées par des examens complémentaires qui vont être faits. Des lésions qui vont être des fois cachées. On voit qu'un examen, c'est compliqué de pouvoir examiner la personne, et qu'on a des lésions qui peuvent être cachées. Une personne qui va consommer des médicaments, une pathologie chronique qui va être déséquilibrée, ou une pathologie qui va s'aggraver. Sur des signes psychologiques, on peut avoir des idées suicidaires ou des tentatives de suicide, un syndrome anxio-dépressif aussi. Alors après, ça permet de pouvoir de poser la question. Alors on n'aura pas forcément de réponse, mais il faut poser la question. Des troubles du comportement, quels qu'ils soient, une consommation de toxiques qui va être un peu plus importante. Des attitudes aussi, alors vous avez tous vu des attitudes lors des consultations, des pleurs inexpliquées, des sursauts, une patiente qui va refuser, ou un patient qui va refuser un examen clinique. Alors c'est la même chose chez des enfants quand il y a des violences intrafamiliales également. Des patients qui vont demander à partir précipitamment, ou qui vont être présents et puis qui vont partir. Alors on les voit dans les services aux urgences notamment. Problématique par rapport à l'observance, l'absence de documents, l'isolement aussi qui peut être aussi quand il y a de l'isolement, on peut rechercher un peu plus spécifiquement aussi. On a des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas du tout d'entourage social ou familial. Et puis parfois aussi la présence plutôt du conjoint qui va être très 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 présent, trop présent, qui va répondre à la place d'eux. Effectivement, ça peut nous interpeller un peu, et on a des difficultés parfois à voir les patients tout seuls.
qui pourraient effectivement rapporter des choses, et puis donc des antécédents psychiatriques ou des violences antérieures qui peuvent être des terrains, alors ce qui ne présage pas qu'il y aura des violences, mais ça peut être en tout cas un terrain, parce que on a aussi des patients qui du coup ne considèrent pas forcément que ce sont des violences, ou qui disent je suis habituée, donc de toute façon c'est normal. Alors, ce qui est important, c'est d'évaluer les signes de gravité. Donc, il y a la gravité des actes de violence, la fréquence, l'intensité, le contexte familial et les conséquences. On a des personnes, effectivement, qui viennent nous voir, qui ne souhaitent pas déposer plainte. L'idée, c'est pas forcément de les forcer à déposer plainte, parce qu'on sait que ça marche pas. Une personne qui déposera plainte et qui ne le souhaite pas retirera sa plainte derrière. Nous, on est plutôt, alors essayer, forcément, on n'est pas toujours très à l'aise, mais laisser la personne faire les démarches elle-même et pas de faire un signalement si effectivement elle n'est pas du tout d'accord, et de lui expliquer après le signalement. Toujours par rapport au signalement, c'est de jamais rester toute seule, parce que c'est toujours un petit peu compliqué d'être tout seul à porter les choses. Dans les signes de gravité, donc la dangerosité de l'agresseur, quand effectivement on passe à des menaces de mort, ou on sait qu'on a une arme au domicile, ou qu'il y a un passage à l'acte un peu plus violent que d'habitude, effectivement c'est des choses avec lesquelles on est un peu moins à l'aise, et peut-être un signalement plus facilement, mais en échange avec la personne. L'importance du retentissement sur les victimes, on parle d'enfants victimes et puis d'enfants témoins. Et puis la vulnérabilité de la victime en période de grossesse notamment, d'isolement, on en a parlé, ou du handicap aussi. Alors, signaler ou pas, toujours une grande question. On est un peu en difficulté. Alors, on a la chance, nous, à l'hôpital, d'être dans des structures, on est plusieurs professionnels et on n'est pas tout seul. L'idée, effectivement, c'est de pas rester tout seul et de pouvoir orienter, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes informations et puis les mêmes critères d'urgence. Et effectivement, à l'hôpital, on ne fera jamais un signalement tout seul. Moi, ça m'arrive de voir des patientes quand je suis la première à voir la patiente. C'est en échange avec l'assistante sociale et pouvoir en échanger avec elle pour pouvoir ou pas faire un signalement. Alors, effectivement, on a des situations un petit peu complexes. Quand on a des mineurs, la question se pose un peu moins. Des personnes assez vulnérables. En tout cas, une victime majeure, c'est elle qui décide effectivement si elle souhaite ou pas déposer plainte. En dehors des situations, on est dans des urgences très importantes où on est vraiment très inquiet du fait de l'emprise. Alors, c'est difficile de définir l'emprise, mais en tout cas, une situation où c'est un petit peu plus difficile de s'en extirper, ou alors on a effectivement une crainte importante parce que la personne n'est pas non plus apte à prendre les décisions elle-même aussi. Alors, les messages clés de la HAS, vous les avez peut-être déjà vus, montrer son implication dans une salle d'attente. Quand on voit une affiche ou des prospectus, on est peut-être plus enclin à en parler. Questionner systématiquement, alors même en l'absence de signe d'alerte, alors c'est effectivement qu'on apprend, effectivement on retrouve que ce qu'on cherche, mais c'est pas toujours facile, je pense, de poser les questions de façon systématique. Y penser, on l'a dit, en contexte de grossesse et de postpartum. Considérer bien sûr l'impact sur les enfants, la spécificité des violences au sein du couple. Donc, l'idée, c'est de comprendre effectivement le mécanisme pour déculpabiliser aussi les patients. Évaluer donc les signes de gravité, toujours avoir un certificat ou en tout cas des notes qui peuvent être utilisées. On a des patients qui viennent parfois en consultation, alors qui disent des fois j'ai jamais consulté, j'en ai jamais parlé, mais parfois on a des passages aux urgences ou des personnes qui ont consulté leur médecin généraliste, et il y a des certificats qui sont faits, ou en tout cas des observations médicales qui permettent d'attester après, quand il y a un dépôt de plainte, de l'utilisation de ces documents et de ces données. La question du signalement en fonction effectivement des éléments qu'on a, et puis pouvoir orienter et informer, puisqu'il ne faut pas rester tout seul, c'est une prise en charge pluriprofessionnelle et multidisciplinaire. Ce qui est important, donc, c'est de respecter le temps du patient, on l'a dit. On dit en général qu'il faut, alors c'est 7, 8, mais aller départ avant un vrai départ. C'est-à-dire qu'une personne en matière de violence conjugale qui va vouloir partir, que ce soit conscientisé ou que ce soit fait avec les valises et partir et revenir, on dit qu'il faut 7 départs avant un vrai départ. Donc effectivement, c'est pas simple. D'où l'accompagnement pluriprofessionnel, médical, psychologique et social. Juridique également, on a des permanences dans notre structure du CIDFF qui peuvent accompagner les personnes et puis les informer de leurs droits juridiques. Et puis des hébergements, quand on a besoin d'hébergements d'urgence avec nos partenaires d'hébergement. La prise en charge judiciaire après, quand on oriente une victime vers les structures, les forces de l'ordre ou la police ou gendarmerie. Il y a des mesures quand même qui sont faites. Alors on sait que tout n'est pas parfait, mais ça a quand même évolué un petit peu. On a des mesures de garde à vue, on voit de plus en plus de victimes avec des procédures de garde à vue en cours. Maintenant, la main courante en matière de violence conjugale, alors n'existe pas. En tout cas, c'est une décision qui a été prise pour notre territoire. C'est qu'à partir du moment où une victime se présente et souhaite dénoncer des faits de violence dans la famille, ce ne sera pas une main courante qui sera prise, mais un dépôt de plainte. Donc, il y aura une audition, la personne pourra s'associer à la plainte ou pas, mais en tout cas, le parquet pourra poursuivre, même si la victime souhaite retirer sa plainte. Et donc, on a des mesures de garde à vue assez régulières où
on reçoit les victimes dans le cadre de cette mesure de garde à vue pour faire un certificat médico-légal notamment. On a des dispositifs qui existent, l'ordonnance de protection, vous avez peut-être entendu parler, l'éloignement du conjoint violent, l'interdiction de rentrer en contact, le téléphone grave danger, bracelet anti-rapprochement quand il y a des procédures judiciaires pour essayer de protéger au mieux les victimes quand il y a une plainte qui a été déposée. Voilà, je vous ai laissé quelques numéros après, donc j'ai fait un peu rapide, je m'excuse. Si jamais il y a des questions, il n'y a pas de souci, et puis on est disponible pour en. Deux questions. Quelle est l'arrière-pensée quand c'est écrit partout, il faut poser la question des violences lors de la grossesse. Voilà. En quoi la grossesse est une période à risque de violence? Est-ce que c'est comme ça que se pose la question? Et puis je voulais savoir si l'ONM, l'œuvre normande des mères, existe toujours et si vous travaillez avec eux. Oui. On est en contact régulier effectivement avec l'ONM pour notamment l'hébergement et puis l'accompagnement des patients. En fait, c'est vrai que c'est important d'avoir toutes les structures qui peuvent des échanges et de connaître les partenaires. Alors, je l'ai pas mis là, mais on fait des formations de sensibilisation. Alors, voilà, c'est tout le monde pas que nous, c'est surtout ça permet de rencontrer aussi tous les professionnels qui travaillent en lien avec les victimes. Et du coup, c'est super important parce que même d'appeler un professionnel qu'on connaît en disant on a madame là et on est un peu ennuyé, c'est plus facile. Donc oui, l'ONM. Alors par rapport à la grossesse, on est toujours un peu embêté parce qu'effectivement, c'est une femme enceinte et une personne vulnérable. Nous, on ne fera pas de signalement pour toute personne victime de violence. On apporte une surveillance un peu plus, voilà, on fait attention, j'ai envie de dire comme tous les patients, mais comme le suivi de la grossesse, et aussi, puis on considère que la personne peut être plus vulnérable, mais il y a un suivi de grossesse qui est un peu plus régulier. En tout cas, ça va être pris la prise en charge sera la même que pour les autres victimes, et on ne fera pas de signalement systématiquement parce qu'il y a une grossesse. Valérie, je ne sais pas si la réponse vous convient, Elisabeth, ou si vous aviez... Oui, très bien. Merci beaucoup. Et je crois que du coup, Valérie avait une question. Oui, alors moi je suis infirmière libérale, donc c'est pour contextualiser mon propos. Nous, on intervient au domicile. C'est pas toujours évident de solliciter ou d'avoir un moment d'échange particulier, mais des fois ça peut se présenter. On est d'accord, on peut vous envoyer n'importe qui, n'importe quand. Il n'y a pas besoin de courrier, de quoi que ce soit. On vous donne votre numéro et on peut leur dire d'aller pousser la porte. On peut, alors j'ai compris tout le début, juste la fin. On est d'accord, on peut vous. On peut leur donner votre adresse et leur dire de pousser la porte n'importe quand. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci, oui. Après, voilà, tout n'est pas parfait. Hein. On essaie effectivement de répondre. Alors, on a des délais, on essaie de donner des rendez-vous dans la semaine aussi pour justement les patients les demandes qu'on a. Ça peut arriver que ça déborde un peu parce qu'il y a un petit peu plus compliqué. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de recevoir le plus rapidement possible et puis là, d'orienter en fonction des besoins aussi parce que, alors, je vous l'ai dit, nous, on a vraiment la particularité victimo-médico-légale sur le certificat avec, et puis après l'orientation psychologue, assistante sociale. Voilà, il y a tous les partenaires autour de nous avec lesquels on travaille. Parce que l'idée, c'est peut-être des fois d'être un peu préventif dans l'évolution d'une situation. Et si vous évoquez 7 allers-retours avant de vraiment partir s'il y a problème, des fois, juste peut-être aller en échanger avec vous pour s'éclaircir les idées, c'est possible aussi. Il n'y a pas eu besoin d'avoir de violence constatée ou déjà vécue. Ça peut être juste le climat existant. Alors, sur des violences, nous, on reçoit les patients quand il y a eu des violences. D'accord. Quand il y a eu des violences. Alors après, c'est pour ça, toutes les informations, les sensibilisations, effectivement, c'est le but de prévenir. Parfois, on se rend compte qu'il y a quand même des violences. Et en fonction des demandes, ça peut être effectivement soit sur faire un certificat médico-légal si besoin, mais ça peut être aussi des informations auprès de notre assistante sociale aussi. Merci beaucoup.